Je le tiens en haut. Comme ça. Bonjour à tous. Merci de votre participation à cette table ronde qui aura donc pour thème l'efficacité énergétique et plus précisément comment mettre l'efficacité énergétique au cœur de la transition écologique. C'est une table ronde qui est organisée par l'association Énergie et Avenir. Et pour débattre de cette question, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité, Monsieur Simon Hufetot, qui est coordinateur gouvernemental du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Merci à vous. Et les représentantes d'Énergie et Avenir, à savoir Audrey Galland et Delphine Savalor, que je remercie également. Donc avant de commencer le débat, je laisse la parole à Audrey Galland, qui va vous dire quelques mots sur l'association et on enchaînera ensuite sur des questions. Oui, merci beaucoup Virginie pour cette introduction. Peut-être par politesse et correction, Monsieur Hufetot, je vous cède la première place des présentations. Si vous voulez. Merci beaucoup. Simon Hufetot, mon titre était écrit tout à l'heure à l'écran. Voilà. Pardon, vous m'entendez bien ? Donc, mon titre était écrit à l'écran. Donc, très concrètement, je travaille au sein de 2 directions générales du ministère de la Transition écologique. Et donc, comme mon nom l'indique, mon titre l'indique, je suis en charge de coordonner la politique publique de rénovation énergétique des bâtiments. Ça concerne donc aussi bien les logements que le bâtiment tertiaire. Et donc, ça concerne, on aura l'occasion d'en parler, coordonner les certificats d'économie d'énergie avec MaPrimeRénov', avec un certain nombre d'autres éléments de la politique publique, pas uniquement que des aides d'ailleurs, aussi par exemple le service public. Merci Monsieur Hufetot. Énergie et Avenir, merci beaucoup déjà d'être réunis autour de nous aujourd'hui. Énergie et Avenir est une association qui est pérenne, une association créée en 1991 de manière à rassembler et réunir pour permettre de travailler ensemble et toujours améliorer la solution que vous connaissez si bien, la boucle à eau chaude dans le bâtiment. Nous travaillons pour réaliser des conférences telles que celles que nous réalisons aujourd'hui, de manière à faire connaître notre association, nos travaux, mais ceci implique de travailler, c'est ce que vous voyez juste derrière nous. Nous proposons des solutions techniques les plus performantes au pouvoir public, en rénovation comme dans le bâtiment neuf. Donc un gros travail d'études, de publications, de guides que nous allons y compris vous présenter aujourd'hui. L'un des enjeux de cette association est de dépasser les clivages qui soient énergétiques ou entre solutions. Sur une boucle à eau chaude, on a besoin d'avoir toutes les solutions disponibles de manière à apporter au cas par cas dans chacun des bâtiments, que ce soit un bâtiment public, un bâtiment privé, que ce soit un bâtiment à des fins domestiques, à trouver la solution la plus adaptée pour toujours privilégier la performance énergétique, ce qui est également l'un des piliers extrêmement forts de notre association. Et vous voyez, tout ceci, en fait, c'est ce que nous faisons depuis 1991 et qui se passe extrêmement bien. Donc nous favorisons, grâce aux travaux que nous réalisons au sein d'Énergie et Avenir, un mix énergétique et technologique. Notre filière, finalement, Delphine, tu vas très vite pour moi, c'est 2/3 des bâtiments en France. Ce sont 300 000 emplois, 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, en effet, c'est sur la slide suivante, vous voyez ici que nous sommes une association d'associations, une filière de filières, et c'est ainsi que l'on progresse dans la promotion du mix énergétique et d'en trouver toujours les solutions les plus performantes, les plus efficaces pour satisfaire les besoins énergétiques des bâtiments. Je vous laisse lire les logos, je ne les détaille pas. C'est bon pour toi ? Alors on va commencer le débat et je crois que pour commencer, on va déjà revenir sur cette notion qui est quand même assez vaste, c'est-à-dire la définition et la notion même d'efficacité énergétique. Et donc, Monsieur Hufetot, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que cette notion et en quoi est-elle importante ? Alors, je vais prendre une casquette de fonctionnaire du ministère et me fier à ce qui est écrit dans la loi. Alors, il se trouve que la loi française n'a pas défini de manière explicite l'efficacité énergétique, même si la notion revient à plusieurs endroits. Et alors là, le petit extrait de texte que l'on a là, c'est un extrait tronqué, si je peux me permettre, de la directive efficacité énergétique. Et ce qu'il y a entre les 3 petits points est en fait très important, puisque la définition complète, c'est l'efficacité énergétique est le rapport entre les résultats, le service, le bien ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet.
Ce que ça signifie hors langage juridique, c'est qu'on a dans la directive efficacité énergétique une définition qui n'est pas formellement une définition de physicien, mais plutôt effectivement une définition de politique publique, puisqu'on a la possibilité de faire une division, j'ose dire, entre des services, entre un bien, entre des résultats de l'énergie et l'énergie consacrée à cet effet. Donc ça, c'est la définition de l'Union européenne, ce qui donne effectivement une latitude. On peut avoir l'efficacité énergétique peut par exemple se rapprocher de notions autour par exemple du bilan carbone ou de l'efficacité énergétique pour une politique publique de lutte contre la précarité énergétique. Donc c'est ça que permet effectivement la définition plus politique que l'on retrouve dans la directive. Si on le fait version très grand public maintenant, très concrètement, on a une notion d'efficacité énergétique qu'on tient avant toute chose dans ces définitions à distinguer de deux autres choses que sont respectivement la production de l'énergie et la question de la sobriété de l'usage. Donc d'une certaine manière, si on regarde, considérant une énergie donnée, soit on en produit plus, donc ça serait plutôt effectivement augmenté, donc ça serait de la production, soit on en consomme moins, donc ça serait effectivement d'un point de vue usage, donc cette là c'est la sobriété, soit on a le même usage mais l'énergie est plus efficace et on est bien dans une efficacité énergétique. Donc c'est ça que je peux effectivement indiquer sur cette définition et comment cette définition s'articule avec les deux autres notions que l'on retrouve régulièrement dans la réglementation que sont la production et la sobriété. Merci. Audrey Galland, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Une très rapide réaction, parce qu'évidemment, on ne va pas rentrer dans un débat sur les définitions. Maintenant, en effet, la façon dont le raccourci a été fait et la façon dont en France, on a plus tendance à... C'est cette approche très rationnelle qu'on a en France de beaucoup de choses, qui est souvent vue par nos voisins européens. Et il est vrai que l'efficacité énergétique, quelque part, et ça on va le faire dans toutes nos politiques publiques, d'ailleurs, ce qui est plutôt, de mon point de vue de franco-française, une très bonne chose, on va chercher à rationaliser et plutôt mathématiser les éléments. Donc oui, une définition dans la directive efficacité énergétique qui peut être un petit peu plus politique que la façon dont en France on le conçoit. Est-ce que, je crois que vous aviez un nouveau guide à présenter qui montre comment effectivement l'efficacité énergétique, c'est à ce moment-là ? Ce n'est pas à ce moment-là. D'accord, continuons. J'ai cru comprendre que c'était à ce moment-là, je me suis trompée. Donc, on va venir justement à mon second point. Et qu'est-ce qui concourt aujourd'hui à l'efficacité énergétique dans les politiques publiques ? Et je crois que concrètement, vous allez pouvoir justement présenter ce guide qui est une traduction concrète, non pas de politique publique, mais de ce que peut être l'efficacité énergétique. Monsieur Hufto, je vous laisse commencer également, ou énergie, comme vous voulez. Ok, alors, l'efficacité énergétique dépend... il y a plusieurs politiques publiques qui permettent de concourir à l'efficacité énergétique. Donc la première d'entre elles, qui vient spontanément en tête, ce sont les certificats d'économie d'énergie, qui est, comme son nom l'indique, on retrouve dans le nom efficacité énergie, qui est une politique qui est tout secteur d'activité confondu, pas uniquement bâtiment, pas uniquement bâtiment tertiaire, pas uniquement bâtiment résidentiel, mais qui permet également de couvrir des efficacités énergétiques dans d'autres domaines d'activité, par exemple les transports. On a par cet outil, finalement, que je ne redécris pas, je pars du principe, cet outil est quand même plutôt bien connu ici, on a un objet qui est dans l'ensemble assez proche de la définition qu'on évoquait tout à l'heure, une définition assez mathématique. Pour l'essentiel, les certificats d'économie d'énergie sont en lien assez direct avec l'efficacité énergétique au sens littéral du terme, avec quasiment un coefficient, une énergie avant, une énergie après. Et c'est cette efficacité énergétique qui est ensuite convertie, en tout cas monétisée par le système de marché qui a été mis en place avec les C2E. Bien entendu, ce que je viens de dire là, quelque chose d'assez général. Dans les C2E, on trouve quelques systèmes qui permettent
de prendre en compte des contraintes complémentaires, notamment on retrouve les C2E précarité, on peut retrouver des systèmes de bonification qui peuvent permettre de prendre en compte des compléments de besoins en matière de politique publique. Par exemple, si on veut favoriser des rénovations globales, on a des coefficients de bonification qui peuvent exister, ou si on veut avoir un effet particulièrement fort sur les pompes à chaleur, on a par exemple le coup de pouce que vous connaissez peut-être sur les chaudières, qui permet effectivement de bonifier le montant des certificats d'économie d'énergie. En parallèle de ça, on a des politiques qui sont également des politiques qui peuvent être gérées aussi bien d'un point de vue incitation budgétaire ou incitation fiscale, ou bien des politiques qui peuvent être des obligations. Donc là, je vais plutôt prendre une approche thématique. Donc si on commence par le tertiaire, le secteur tertiaire, dans le bâtiment tertiaire, on a quelque chose où il y a finalement assez peu d'incitation financière. On a une politique publique qui est construite par des systèmes d'obligations. Et donc, la manière dont on concourt à l'efficacité énergétique, c'est en obligeant, par exemple, les propriétaires de bâtiments à faire du gain énergétique avec des jalons 2030, 2040, 2050 par le dispositif éco-énergie tertiaire, qui de manière indirecte va obliger le propriétaire du bâti à investir dans des solutions permettant de baisser sa consommation d'énergie. Et donc dans ces solutions, l'efficacité énergétique fera partie des moyens qu'il a à sa disposition pour atteindre les cibles du décret tertiaire. Dans le bâtiment tertiaire, on a également quelques incitations qui peuvent inciter à l'efficacité énergétique. Par exemple, on a un crédit d'impôt pour les TPE-PME qui est assez peu mobilisé, mais qui permet effectivement également de venir faciliter les investissements en solutions d'efficacité énergétique. Maintenant, si je vais du côté logement, et en particulier sur l'habitat privé, on a quelques obligations existantes. Vous connaissez probablement les obligations qui s'imposent aux propriétaires bailleurs concernant la mise en location des passoires. On a également, évidemment, un système qui est quand même principalement incitatif. Là, je ne refais pas la description de ce qu'est MaPrimeRénov', mais par le dispositif MaPrimeRénov', on a des aides. Et donc, dans ces aides, une large part d'entre elles sont directement des aides qui sont en lien avec l'efficacité énergétique, puisqu'on incite à installer notamment des systèmes plus performants. Et je pourrais conclure en disant que ces incitations ne sont pas que des incitations de type monétaire. Dans la politique publique, on a également des outils non financiers qui peuvent permettre d'inciter à mettre en place des systèmes plus efficients. Je pense notamment aux services publics, donc France Rénov', qui est un réseau de guichets déployé sur le territoire, cofinancé par l'ANA et par les collectivités territoriales, et qui permettent en fait aux ménages de recevoir des conseils, de l'information et de l'orientation sur les travaux qu'ils pourraient mettre en place pour rénover leur logement. Et je pense aussi au dispositif Mon Accompagnateur Rénov', qui donc va de pair avec le parcours accompagné de MaPrimeRénov'. Donc pour les ménages qui souhaitent s'engager dans des travaux de rénovation d'ampleur, ils sont accompagnés par un accompagnateur Rénov' qui a pour mission essentielle finalement de guider le ménage dans les choix qu'il va faire dans ses travaux. L'accompagnateur Rénov' réalise ou fait réaliser un audit dans lequel effectivement il va présenter l'éventail des solutions que le ménage est invité à prendre, le ménage restant le seul décisionnaire évidemment, pour rénover son logement. Et donc dans ces solutions, évidemment, il y a beaucoup de points qui sont en lien direct avec l'efficacité énergétique, cela va de soi. Et je voulais justement à ce titre conclure mon intervention par quelques données chiffrées pour vous laisser entrevoir ces différents outils. Donc j'ai récupéré dans un document public qui a été publié il y a à peu près 1 an l'effet des dispositifs d'aide dont je viens de parler concernant l'habitat privé. Donc ce que je vais indiquer, c'est le gain énergétique moyen par logement qui découle des différentes politiques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc MaPrimeRénov' monogeste, en moyenne, donc ça moyennise sur tous les différents types de gestes de MaPrimeRénov'. En moyenne, c'est 6 MWh par an, par logement d'économiser.
donc considérant un logement qui a été rénové. Et donc évidemment, c'est une moyenne sur tous les gestes, hein, ça ne dit pas typologie de geste par typologie de geste le résultat. Donc ça, c'est 6 MWh par an par logement pour MaPrimeRénov' monogeste. Concernant les C2E, on est sur 3,7 MWh par an par logement, donc on est en retrait par rapport au monogeste. Et sur la réno globale, l'an dernier, le chiffre qui a été publié était d'environ 17 MWh par an par logement. Et donc on a effectivement, selon les différentes approches de politique publique, des politiques publiques plus ou moins efficaces. Et concernant la réno globale, en l'occurrence, on est 6 fois plus fort en termes d'impact que le monogeste concernant l'efficacité énergétique. Donc c'est ce genre d'analyse qui nous permettent ensuite effectivement d'orienter les choix de politique publique. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire. Ce sont des chiffres qu'on peut trouver quelque part? Alors c'est dans ce qu'on appelle le jaune rénovation énergétique. Désolé pour le jargon, c'est un document budgétaire qui a été publié avec le projet de loi de finances 2024, donc celui d'il y a un an. Très bien. Et donc un nouveau jaune va être publié dans quelques semaines avec des données actualisées, mais qui, bon, peu ou prou, seront sensiblement les mêmes. Très bien, je vous remercie. Audrey Galland, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Et ensuite Delphine, je crois. Merci beaucoup, Monsieur Hufto. Alors, les principes de chacune de ces grandes politiques publiques sont justes et sont nécessaires. Bon, on voit qu'il y a des résultats. Maintenant, vous le savez comme moi, et tout le monde a un bon exemple à l'esprit dans cette salle, lorsqu'on parle d'efficacité énergétique. Je pense par exemple au C2E, vous évoquiez la question des coups de pouce. Alors, on va se dire, bon, est-ce qu'on fait encore de l'efficacité énergétique ou est-ce qu'on est en train de dévier de l'objectif pour faire autre chose? Bon, nous n'entrerons pas dans ce débat, c'est exactement ce que je vous disais. Mais en tout état de cause, nous, ce que nous cherchons à faire, en tout cas dans une logique d'efficacité énergétique telle que nous l'affichions derrière nous tout à l'heure, vous avez vu tout à l'heure que nous sommes une fédération de fédérations. Ce qui implique tous les acteurs industriels qui développent des solutions, que ce soit pour améliorer le rendement des chaudières, que ce soit pour améliorer le COP des packs, que ce soit pour améliorer la ventilation, que ce soit pour améliorer toutes les solutions qui font la boucle à eau chaude, in fine, tendent vers cet objectif que vous avez pu quantifier grâce au jaune du PLF de 2024 et qui permettent à la fin de réaliser, oui, dans chacun des bâtiments, au cas par cas, de l'efficacité énergétique. Et donc pour nous, ce qu'il importe, c'est d'arriver ensuite au niveau de notre filière, de compiler l'ensemble de ces données et de soumettre à l'administration et de vous faire la démonstration que finalement les solutions que nous vous proposons arrivent à rentrer dans le cadre des dispositifs que vous nous avez précédemment décrits, de manière à ce que, oui, les objectifs que nous avons dans le cadre notamment du Green Deal, l'objectif Fit for 55 de décarbonation du bâtiment, mais pas seulement d'ailleurs, eh bien, qu'ils soient atteints à la fois par la sobriété, à la fois par l'efficacité énergétique, également par la question de la décarbonation. Donc sur chacun de ces trois pieds. Donc sur la question efficacité énergétique, nous avons une approche au sein d'Énergie Avenir lorsque nous échangeons en interfilière. Nous cherchons à valoriser toute cette expertise humaine, tous ces investissements qui sont faits aussi dans la recherche et dans le développement pour toujours améliorer l'efficacité énergétique au sein des bâtiments. Et lorsqu'on est allé au bout de ces processus d'échange qui parfois sont longs, parce que c'est du travail en expertise, eh bien, l'une de nos missions, ça va être de réaliser des guides. Ces guides, Delphine va notamment vous en présenter un. L'efficacité énergétique avec la boucle à eau chaude, c'est ce qui s'affiche là et que vous voyez écrit. C'est un logement qui est équipé d'une boucle à eau chaude avec des solutions telles que quelles conditions, quelles bonnes pratiques pour l'entretien et ou le remplacement du générateur de chaleur, quelle intégration des énergies renouvelables, quel remplacement des émetteurs et quelle modernisation de la régulation. Tout ceci associé aux différents gestes d'isolation, eh bien, ce sont tous ces guides, toutes ces solutions que nous soumettons à la proposition des pouvoirs publics pour ce qui nous semble-t-il, et entre la rénovation par geste et la rénovation globale, nous semble-t-il serait également une très bonne solution, la rénovation par étapes pour atteindre des niveaux de renforcement de l'efficacité énergétique optimaux. Delphine, tu peux peut-être nous présenter l'un de nos guides. Alors justement, dans ce cadre, nous, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la partie émissions, les émetteurs, qui font partie de la donnée entrante de la boucle à eau chaude.
tout d'abord, je tenais à rappeler que tous les émetteurs sont compatibles avec tous les générateurs, que ce soit une pompe à chaleur basse température ou une chaudière THPE. Donc l'ensemble contribue, une fois qu'ils sont bien dimensionnés avec la bonne régulation, le bon équilibrage de la boucle à eau chaude, contribue à la performance énergétique. Le guide qu'on vous soumet aujourd'hui, c'est le guide de dimensionnement des radiateurs qu'on est en cours de révision pour intégrer l'ensemble des émetteurs de la boucle à eau chaude et qui va s'appeler dorénavant donc, le guide des émetteurs de la boucle à eau chaude. On va retrouver plusieurs aspects, aussi bien donc, les émetteurs en premier lieu, mais également toute la partie qui accompagne la démarche au niveau énergétique du chauffage, à eau chaude bien sûr. Donc, puisqu'on insiste toujours, je le répète, donc dimensionner les émetteurs, c'est très bien pour assurer leur compatibilité en termes d'émissions vis-à-vis des générateurs associés, mais également en associant des compléments avec une régulation adoptée et un équilibrage du réseau, on arrive à atteindre la performance énergétique de l'ensemble de la boucle à eau chaude qui produit la partie chauffage. Donc, j'ai fait un focus sur 2 familles d'émetteurs. Donc, je ne vais pas vous prendre très longtemps sur celle-ci. Vous aurez l'occasion de prendre en connaissance du guide avec les nouveautés qui seront inscrites. Notamment, on maintient la partie radiateur que vous connaissez bien sur les radiateurs à eau, ou avec les caractéristiques principales qui les concernent, donc avec les différents types de radiateurs et de technologies, acier, aluminium et tubulaire. Donc, vous y retrouverez l'ensemble des méthodes approchées pour pouvoir bien les dimensionner et les caractériser. Et également, le deuxième famille d'émetteurs qui concerne tout ce qu'on appelle les surfaces rayonnantes, et plus précisément, et ce qui est plus connu, sont les planchers chauffants réversibles, puisqu'ils ont une petite particularité, ils peuvent aussi faire un petit peu de rafraîchissement en fonction de l'équipement du générateur associé. Donc, et aussi conformes au DTU, donc 6514, pour assurer leur bonne mise en œuvre et leur bon dimensionnement. Donc vous retrouverez plus de détails dans le guide qui sera disponible prochainement au niveau de l'association. Tout ça pour vous dire qu'au niveau de ce document, vous retrouverez l'ensemble de la boucle à eau chaude, donc partant de l'émission, du générateur descriptif, donc aussi bien tout ce qui est solaire thermique, qu'on peut faire aussi des associations, la PAC hybride, la chaudière THPE, la PAC, donc, et dans mon manquait peut-être oui, la chaudière biomasse aussi, donc puisqu'ils contribuent aussi à la boucle à eau chaude, et avec bien sûr tous les aspects de répartition et de régulation performante, et avec aussi, il ne faut pas l'oublier, l'intelligence hydraulique qui est traitée plus en détail dans un autre guide où a collaboré l'association. Donc je vous remets ici à l'écran, donc qui est le guide pratique pour les installations performantes au niveau de l'intelligence hydraulique. Donc vous retrouverez tout ça prochainement sur Énergie à venir. Merci Delphine. Tu voulais... Le mot de la fin ? Quelqu'un veut ajouter quelque chose avant de passer au thème d'après ? D'accord. On va prendre des questions à la fin si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Alors, troisième thème, je voulais venir à la question du DPE. On sait que c'est un outil, on en a besoin pour mesurer l'efficacité énergétique des bâtiments, des logements. Et dans le DPE, les 2 piliers sont la consommation énergétique et les émissions de CO2. Et le coefficient de conversion est un des paramètres du critère de consommation énergétique. Alors, il y a eu beaucoup de débats cette année, enfin un certain nombre de débats, des membres du gouvernement, comme Bruno Le Maire, enfin ex-gouvernement, qui s'est exprimé sur le sujet en début d'année, et puis une proposition de loi sénatoriale qui souhaitait baisser le coefficient de conversion de 2,3 à 1. Alors ma question, c'est simplement, et je vous la pose Audrey Galland, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce que tout cela veut dire ? Alors Virginie, je n'ai pas été élue en juin, donc je ne sais pas exactement où nous en sommes aujourd'hui, mais en tout état de cause, oui, il nous semblait que c'était... Et je pense finalement qu'on en revient un petit peu à la discussion qu'on avait sur la toute première question. L'efficacité énergétique, on a une approche française qui est vraiment très cartésienne, très rationnelle. Le coefficient de conversion auquel tu faisais référence, Virginie, est un élément qui est important dans le DPE, dans la partie énergie
du DPE, donc dans la partie efficacité énergétique, dans notre raisonnement français à nous. Et en effet, on a vu arriver sur le bureau du Sénat une proposition de loi qui proposait de modifier le coefficient de conversion de l'électricité, c'est un vieux débat, qui avait déjà été modifié en 2021, de mémoire 2020-2021. Bon, qui avait été modifié déjà à 2,3 et là est proposé dans cette proposition de loi de l'abaisser à 1, tout simplement. Pourquoi faire cette proposition? Alors, c'est dans un débat qui est plus large sur quid des passoires énergétiques. Vous savez qu'il y a des dates butoirs qui ont été inscrites dans la loi française pour mettre un terme à la location puis à la vente de ces logements-là. C'est une vraie question sociale qui peut se poser, en tout cas qui remonte par le biais des parlementaires qui font leur travail de parlementaires et qui émettent des propositions. Nous avons une approche beaucoup plus, on va dire, scientifique, beaucoup plus experte de ce sujet-là. Aujourd'hui, le coefficient de conversion, à quoi sert-il ? Il sert et il est calculé en France, on ne va pas avoir le même partout, dans chacun des pays de l'Union européenne. Il sert à quantifier pour chaque kilowattheure consommé, pour 1 kilowattheure consommé dans un bâtiment, combien il a fallu utiliser de kilowattheures avant ça, parce que il faut produire l'énergie, il faut distribuer l'énergie. Donc on a en effet en France un coefficient de conversion qui nous a permis de quantifier cette chose-là. Lorsque le sujet est arrivé à l'ordre du jour, et c'était au printemps dernier du Sénat, au sein d'Énergie Avenir, nous nous sommes dit, finalement, cela va avoir un impact. Cela va avoir un impact forcément sur le DPE. Pour nous, le DPE, il nous semble que c'est un outil qui est une boussole, qui est un thermomètre de là où nous en sommes de la rénovation du parc de logement. Et finalement, si l'on choisissait cette option de modifier le coefficient de conversion dans le DPE pour répondre à une question qui est autre, mais qui n'est pas que la question de l'efficacité énergétique en tant que telle, qui est une question plus sociale, qu'est-ce que cela donnerait en termes de conséquences sur le parc de bâtiments? On a travaillé avec Tribu Énergie, un bureau d'études que vous connaissez tous, pour les bâtiments non rénovés qui sont en passoire thermique F et G. On s'aperçoit, Delphine, si tu veux continuer à avancer, parce que je n'ai pas le beeper, donc c'est un peu compliqué. On s'aperçoit qu'en jouant sur ce coefficient de conversion, on pourrait aller jusqu'à 2 sauts de classe du DPE. C'est-à-dire qu'on aurait un nombre important, que Delphine va pouvoir vous préciser en vous présentant le détail de cette étude, une sortie de passoire thermique, de beaucoup de passoires thermiques, de ce fameux statut de passoire thermique. La contrepartie, nous semble-t-il, c'est que cela est un frein à la rénovation et à l'efficacité énergétique, ainsi qu'à la lutte contre la précarité énergétique. Voilà, ça c'était pour vous donner les grandes tendances de cette étude. Maintenant, Delphine, peut-être que tu peux nous présenter plus en détail ce qu'il ressort. Oui, tout à fait. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'entrer un peu plus dans le détail de l'étude pour vous expliquer un petit peu où on en est sur cette conclusion que vient d'introduire Audrey et l'impact que peut avoir l'abaissement du coefficient de conversion sur les résultats vis-à-vis d'un classement DPE pour les passoires thermiques F et G. Donc concrètement, je vous ai remis à l'écran, vous connaissez bien, donc ce qu'est finalement l'étiquette DPE, donc avec la colonne ici, ça s'affiche, on ne le voit pas. Non, ça ne se voit pas. Donc concrètement, du coup, sur la première partie, vous avez toute la performance énergétique. Et la deuxième partie, la partie carbone. Donc vous savez bien que si on passe le coefficient de conversion, tout ce qui est effet Joule, il n'y a pas la deuxième partie au niveau carbone, donc le DPE égale performance énergétique. Donc les passoires thermiques sont classées en F et G aujourd'hui. Donc on va voir comment elles évoluent si on fait évoluer le coefficient de conversion de 2,3 à une variation 1,9, 1,4 et 1. Comment ça va se comporter par calcul, sans aucun travaux de rénovation sur les bâtiments actuellement. Donc le principe de l'étude qu'on a conduite, je vous ai rappelé les zones géographiques puisqu'on l'a porté bien sûr sur les zones géographiques. On n'a pas les mêmes règles partout en France, c'est normal, on n'a pas le même climat qu'on habite à Lille ou qu'on habite à Montpellier. Donc nous avons fait varier le coefficient. Je vous le rappelle ici d'où ils sont issus. Le 2,3, donc c'est la valeur actuellement en France. 1,9, c'est la valeur que vous retrouvez dans la directive d'efficacité énergétique. Et le 1,4 et 1 sont des perspectives d'influence
au travers de toute la politique qu'on peut entendre ou des discours qu'on peut entendre, quel serait l'impact réaliste. Sur l'étude, on l'a tenue sur 2 parties. La première concernant 2 bâtiments, une maison individuelle et un logement collectif, qui sont actuellement au chauffage gaz. Et on a transformé ces 2 logements sans aucun travaux de rénovation. On a juste fait une substitution de générateurs de chaleur et on a passé en effet Joule. Je vais vous présenter tout après. Et le deuxième partie de l'étude, on a déployé sur les informations qu'on a au niveau du classement DPE de la base ADEME, combien de logements on pourrait basculer ou pas de l'étiquette F et G vers une autre étiquette énergétique du DPE. Donc, sur la première partie, comme je vous l'ai introduite, donc on a cette fameuse maison, donc ça c'est un peu caché, mais elle date de 1940-1970, vous pouvez reconnaître un petit peu le logement, donc qui était initialement au gaz, classé G sur les zones H1, H2 et F en H3. Donc évidemment le DPE, lui, ne change pas, même si on l'a fait varier pour voir éventuellement, parce qu'il y a quand même des composantes électriques, le DPE ne comprend pas que le générateur, il y a toute la partie luminaire et autres qui interviennent, ventilation, tout. Donc du coup, on voit bien que le coefficient, là, il n'y a pas d'impact sur la partie gaz. Sur l'électricité, dès qu'on fait varier ce coefficient à 1,4, on a déjà, dans certaines zones géographiques, un basculement de classe. Et si le coefficient passe de 2,3 à 1, on s'aperçoit qu'on a jusqu'à 2 sauts de classe en fonction de la zone géographique rencontrée. Pour la partie des logements collectifs, on a procédé de même. Donc on garde la solution gaz pour regarder quel est le classement actuel de ce bâtiment. Donc il est en E et D en H3, donc il est quand même assez pertinent. Mais on voit bien que la variation de ce coefficient le fait passer en classe D et C dès lors qu'on est en coefficient de 2,3 et on passe à 1. Donc concrètement, sans aucune rénovation, on a réussi à abaisser le DPE de 2 sauts de classe. Donc à faire artificiellement sauter par l'outil mathématique, concrètement. Donc une passoire thermique F et G à améliorer jusqu'à en classe au-dessus, donc D et C, facilement. Vous retrouverez l'ensemble des détails par la suite sur le site Énergie Avenir. Donc là, je vous ai fait juste une petite synthèse. La deuxième partie de ce qu'a contribué Tribu Énergie, ça a été la prise en compte de la base ADEME pour voir si ce modèle, comment, en l'appliquant, qu'est-ce qu'il en était et qu'est-ce que ça deviendrait au niveau physiquement, la variation de l'impact du coefficient énergétique dans ce sens. Pardon, le coefficient de conversion, excusez-moi. Donc on a un peu, Tribu Énergie a retiré de manière volontaire certains types de logements. Il y a beaucoup plus de logements aujourd'hui à l'effet Joule en classe F et G que les 409 000 indiqués. Mais pour une question de qualité de la donnée, on ne pouvait pas les réutiliser de manière fiable. Donc on a préféré les retirer de notre étude. Donc aujourd'hui, on a vu que concrètement, sur les logements qui étaient à l'effet Joule, chauffés en électrique, en classe F, à 1,4, on arrive à sortir 52% de ces logements classés en passoire thermique et les passer en logements qui sont louables, sans aucune difficulté. Et pour la partie F, on est encore plus, le changement est encore plus rapide. Dès lors qu'on passe de 2,3 à 1,9, on sort 75% des logements de la passoire thermique. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Puisque là, on a sur cette partie, j'ai fini. Mais on peut en revenir sur... Je propose de prendre vos questions ensuite. Peut-être Monsieur Hufto, avez-vous envie de réagir ou de dire quelque chose? Ma première réaction, c'est d'indiquer que je n'étais pas partie prenante de l'étude. Voilà, c'est pour bien clarifier ce point-là. Je me permets de le dire quand même. D'indiquer aussi, peut-être, de revenir en arrière sur un
point quand vous évoquiez le DPE, donc d'indiquer que le DPE qui a été institué tel qu'on le connaît aujourd'hui date de 2021 et que le principe effectivement a été de choisir un DPE sur la base d'une énergie dite conventionnelle. Autrement dit, on mettait derrière nous un DPE dans lequel il y avait parfois plusieurs dizaines de pourcents, je crois que c'était de l'ordre de 20% de logements qui avaient des DPE vierges, sur lequel les méthodes de calcul dépendaient de l'année de la construction, puisqu'on avait des DPE factures qui existaient pour les bâtiments plus anciens. Donc on a mis derrière nous un DPE qui avait des tares, des difficultés intrinsèques. Et effectivement, le DPE 2021, même s'il n'est pas exempt de défauts par ailleurs, il a le mérite de fixer une règle qui est la même pour tous les bâtiments et pour lequel donc, on ne dépend pas de l'usage du bâtiment par le ménage. C'est le premier point que je souhaitais indiquer. Ensuite, pour ce qui est du coefficient, j'ai envie de dire, il est un peu logique quand on change une recette de cuisine d'avoir derrière un plat ou un gâteau qui n'a pas le même goût. Et donc, en l'occurrence, le coefficient de conversion de l'énergie primaire, énergie finale que vous mentionnez, c'est un coefficient qui est effectivement intégré en dur dans la réglementation française, aussi bien pour le DPE que pour la RE 2020. Et ce coefficient, aujourd'hui, il a un fondement. C'est tout simplement le lien physique entre le système énergétique français et effectivement le système d'usage. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Le coefficient de 2,3, comment est-on tombé sur un chiffre de 2,3 en France? C'est en regardant quel est le mix énergétique futur dans les décennies qui viennent par rapport effectivement au parc de production que nous avons. Donc, en considérant des centrales nucléaires, en considérant des éoliennes, en considérant du photovoltaïque, chaque système de production a son propre coefficient et ensuite selon la quantité de nucléaire, la quantité d'hydraulique ou de solaire, on prend en compte la pondération de ces différents systèmes de production et donc on tombe effectivement sur un chiffre qui est plus petit que 3 puisqu'il y a beaucoup d'hydraulique et de plus en plus d'éolien et de plus en plus de solaire. Donc c'est aussi la raison pour laquelle le chiffre a baissé par rapport au chiffre qui prévalait avant 2021. Mais aujourd'hui, en tout cas, la logique est que ce coefficient reste pleinement représentatif du système de production. Et ce que je peux indiquer, c'est qu'à ma connaissance, même si je ne suis pas en charge de cette politique publique, à ma connaissance, il n'y a pas de travaux en cours pour faire évoluer ce mode de calcul. Et donc ce mode de calcul a vocation, à ma connaissance en tout cas, à rester fidèle finalement au système de production d'énergie, au système de production d'électricité en France. Juste pour compléter, les données que nous avons prises effectivement sont sur les DPE de 2021, pas toute l'antériorité. Et donc on a aussi la qualité de la donnée a été retravaillée puisqu'initialement sans travail on était à plus de 700 000 logements. Audrey Galland, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? En effet, Monsieur Yvetot, vous n'étiez... et il est fort utile de le souligner, vous êtes invité aujourd'hui, vous n'êtes pas membre d'Énergie Avenir, donc non, vous n'étiez pas parti à ces travaux. Vous découvrez les résultats de cette étude en même temps que tout un chacun dans cette salle aujourd'hui. Maintenant, oui, en effet, le coefficient de conversion est un coefficient qui a déjà évolué par le passé, qui a vocation à évoluer dans le futur. Je tenais également à souligner que cette étude que nous avons bâtie venait dans le débat, en tout cas que nous souhaitions vous apporter ces éléments, parce que visiblement, il n'y avait pas de nécessité au printemps dernier de se dire, par rapport à la façon dont on a conçu notre thermomètre français de l'efficacité énergétique, des besoins de rénovation du parc de logements en France, il n'y avait pas de besoin de revoir ce coefficient de conversion. Voilà, donc ça aussi de notre côté sur la sincérité que nous avons mis dans cette démarche pour aider à comprendre l'impact que peut avoir un tout simple coefficient de conversion
qui est l'un des éléments du DPE sur une seule partie du DPE. Voilà, il nous semblait que c'était quelque chose qui pouvait être utile. Ensuite, Virginie, vous me demandiez tout à l'heure, est-ce qu'on en savait plus sur ce qu'il allait advenir de cette proposition de loi? En réalité, nous n'en savons rien. Tout ce que nous savons, c'est que pour l'instant, cette proposition de loi n'a pas été réinscrite à l'ordre du jour du Sénat. Donc c'est peut-être un débat qui va en revenir. Nous n'en savons rien. Mais en tout cas, il nous semblait utile de pouvoir partager ces chiffres. Sur les coefficients qui ont été utilisés, donc le coefficient 1, oui, non. Est-ce que tu peux revenir sur la dernière slide? D'accord. Le coefficient 1, c'est en effet celui qu'on trouvait dans la proposition de loi. Le 1,4, c'était de manière à pouvoir le positionner entre le coefficient 1, coefficient de conversion 1, ou un coefficient de conversion 1,9 qui est déjà plus familier à tout un chacun, parce que c'est un coefficient qui est utilisé dans la directive performance énergétique des bâtiments, donc un niveau de coefficient de conversion placé dans les textes européens à usage des États membres qui n'auraient pas leur propre modalité de calcul de ce coefficient de conversion, sans qu'on ne connaisse, alors je suis sûrement trop franco-française, sans qu'on ne connaisse les modalités exactes qui ont conduit à ce calcul du 1,9, me semble-t-il. Je parle sous votre contre... Voilà. Comme je l'évoquais, c'est pas proprement parler ma politique publique, mais en tout cas, je ne connais pas d'origine. Peut-être y en a-t-il une, je ne sais pas. Voilà, donc tout ça pour vous redire que cette étude, vous allez pouvoir la consulter, la télécharger, la partager et l'utiliser si vous souhaitez. Et nous sommes à votre disposition pour en discuter. Mais sur ces coefficients que nous avons utilisés, nous avons cherché à être aussi proches que possible de ce qui pourrait advenir sur la base de valeurs sûres et réelles. Donc voilà, on a été très cartésien, on a été très français. On va essayer peut-être d'être un petit peu plus européen dans les prochaines études. Mais voilà, pour avoir quelque chose de fiable, de stable et qui vienne alimenter réellement nos échanges avec nos tutelles et nos échanges en tant que filière. Voilà, j'espère que ce genre d'études peut vous donner envie aussi de nous rejoindre au sein d'Énergie Avenir de manière à contribuer à nos travaux. Est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose les uns ou les autres avant de passer aux questions? Non? Bon, je vous propose de poser les questions si vous en avez. Vous avez un micro à votre disposition. Effectivement, alors d'abord on va commencer par vous applaudir, mesdames et messieurs, pour cet exposé et puis ensuite nous allons passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez, je viens vous donner le micro pour que vous posiez votre question. Monsieur. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez bien détaillé la partie coefficient. Qu'en est-il des dates d'application des différents F, E, G? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions possibles en fait à ce niveau-là? Alors, je vais prendre la question. Donc, dans la loi climat et résilience qui a été votée à l'été 2021 par le Parlement, il y a un article qui est l'article 160 pour les intimes, qui décrit effectivement un calendrier que l'on dit d'indécence énergétique, qui est le calendrier qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'à compter du 1er janvier 2025, les logements de classe G sont considérés comme indécents énergétiquement, à compter 2028 les classes F, etc. etc. Voilà, c'est un calendrier qui figure dans la loi, donc effectivement il revient au Parlement de décider s'il souhaite voter un texte de loi qui le modifie. À ma connaissance, sachant que je parle en parallèle du discours de politique générale du Premier ministre, à ma connaissance, je n'ai pas vu de travaux visant à le faire évoluer, je n'ai pas vu de projet de loi du gouvernement pour le faire évoluer, et il y a pu y avoir des propositions de loi de parlementaires visant à le faire évoluer, mais qui pour le moment n'ont pas conduit à modification de ce calendrier. En tout cas, voilà. Ma réponse valait jusqu'à tout à l'heure au moins. Y a-t-il une autre question, une autre demande de précision? Oui, madame. Merci. Bonjour, Alice Monet, vice-présidente de Énergie et Avenir. Oui, merci.
Alice Monet, vice-présidente d'Énergie et Avenir. Peut-être un commentaire en effet très général, vu que comme vous le disiez, Monsieur Yvetot, en parallèle, on écoutait tous voilà, le discours de notre Premier ministre qui a parlé de simplification du DPE, entre autres choses. Donc bien entendu, voilà, si nos travaux peuvent aider à alimenter l'éventuel débat à venir, on en est tout à fait ravis. Donc ça, c'était plutôt un commentaire. Et ensuite, une question. J'ai été assez sensible à ce que vous avez dit sur le tertiaire, et notamment le fait que finalement les acteurs du tertiaire ont un certain nombre d'obligations, je pense au décret tertiaire, au décret BAX, sans pour autant en regard avoir peut-être suffisamment, disons, d'aide, hein, pour dire les choses clairement. Donc voilà, ma question est la suivante. Est-ce que des choses sont en cours de réflexion pour aider les acteurs du tertiaire à rénover et à améliorer la performance énergétique des bâtiments? Merci. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, il y a encore aujourd'hui, en 2024, un crédit d'impôt qui est destiné à destination des TPE-PME pour, par exemple, avoir une forme de rabais fiscal pour des gens qui feraient des investissements en rénovation pour un local commercial, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans le projet de loi de finances de l'an prochain. Voilà, je suis... néanmoins, ce crédit d'impôt a été réintroduit il y a 2 ans par les parlementaires à l'occasion des débats parlementaires de la fin d'année 2022. En parallèle de ça, il y a peut-être, le savez-vous, différents dispositifs financés par des programmes de certificats d'économie d'énergie. Donc j'ai en tête notamment l'accompagnement du petit tertiaire privé au sein du programme SAR, le programme Baisse les watts. Il y a également dans des dispositifs conjoints BPI et ADEME des aides sur des diagnostics. Donc il n'y a pas, en dehors du crédit d'impôt que j'évoquais, d'aide aux travaux. En revanche, il y a un certain nombre de dispositifs qui visent à accompagner les TPE-PME en particulier à trouver les bonnes orientations, avoir les bons conseils, les bonnes informations pour engager des travaux. Certains de ces dispositifs arrivent à échéance en fin d'année, ou en tout cas arrivent à échéance, si ce n'est pas en fin d'année, plutôt en fin d'année prochaine. Donc effectivement, les travaux qu'on a en cours en ce moment sont focalisés sur ces dispositifs-là pour essayer de définir les modalités de continuité, s'assurer qu'on assure la cohérence de ces dispositifs entre eux. Et c'est ce sur quoi, pour l'instant, on a enclenché des travaux. Voilà, à ce stade, il n'y a pas effectivement d'avantage. Et peut-être le point que je souhaitais mentionner, c'est que le choix d'une politique publique qui est principalement basée sur des obligations versus des incitations qui sont plutôt réservées aux ménages, ou en tout cas des incitations, si elles sont vers les entreprises, plutôt réservées aux TPE-PME, c'est un choix qui est déjà assez ancien, date de la loi Elan. Donc, j'ai pas vu de changement d'orientation de ce point-là, qui là aussi dépend du Parlement en premier lieu. Et en tout cas, il n'y a pas de travaux particuliers pour faire évoluer cet équilibre obligation rénovation et obligation incitation en présence dans le secteur tertiaire. Oui, je vous amène le micro, monsieur. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais juste 2 petites questions. Une première question par rapport au coefficient de conversion. Donc là, pour le moment, il est calculé par rapport au mix énergétique. Si jamais on rabaissait ce coefficient, est-ce que on le ferait parce que le mix a changé, ou c'est plutôt une politique pour favoriser de relouer des logements qui seraient difficilement... Et j'avais une deuxième question, c'est par rapport à la sobriété énergétique. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues? Alors, mon positionnement en tant que simple fonctionnaire du ministère de l'Environnement fait que je garde d'autres points à répondre que ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui le coefficient est un calcul qui dépend du mix énergétique. Si effectivement le mix évolue de manière drastique, la logique veut qu'il soit révisé, en tout cas c'est la logique dans laquelle on est. Je ne sais pas en revanche les moments
que les décideurs pourraient prendre pour faire évoluer ce coefficient. Mais en tout cas, c'est la logique dans laquelle on est, et il n'y a pas, à ma connaissance, comme je l'ai dit également, de modification d'approche. Néanmoins, cela dépend pas de moi, dépend clairement de choix gouvernementaux si certains souhaitent fonctionner autrement. Concernant votre deuxième sujet, pardon, j'ai perdu la question. Sur la sobriété. Donc sur la sobriété, il y a plusieurs actions qui ont été enclenchées. Vous vous souvenez sans doute de la campagne Chaque geste compte. Alors j'ai plus exactement j'éteins, je décale, et je me souviens plus du je baisse, j'éteins, je décale, qui permet effectivement de baisser la consommation. Le résultat des premières instances du plan sobriété sur les 2 dernières années ont été assez convaincants. Il y a une baisse de consommation d'énergie constatée de 12%, ce qui est quand même loin d'être neutre. Donc il y avait un certain nombre de réflexions qui portaient sur la reconduction de certains dispositifs qui étaient mis en place, notamment il y a le coup de pouce thermostat par exemple qui en faisait partie. Je n'en sais pas davantage aujourd'hui. Je pense que le calendrier gouvernemental fait qu'on n'a pas encore aujourd'hui toutes les orientations sur nos lignes de travail. En revanche, il est clair que les résultats du plan plaident pour lui-même. Une autre question parmi notre audience? Eh bien moi par exemple j'en aurais une. Vous avez sur cette question de comment mettre l'efficacité énergétique au cœur de la transition écologique balayé à la fois des sujets concernant les professionnels et des sujets concernant les particuliers. Sur ce deuxième volet, vous avez abordé le mécanisme de l'accompagnateur Rénov avec le monogeste et la rénovation globale entamée par plusieurs ménages fonctionnant là aussi sur une analyse et un diagnostic porté par cet accompagnateur Rénov visant ensuite à proposer des solutions aux particuliers qui souhaiteraient s'engager dans ces démarches de rénovation. Et vous avez également parlé de calendrier notamment concernant les interdictions de location en fonction des différentes classes dans lesquelles s'inscrivent les logements. Ma question serait donc sur cette thématique de calendrier. Auriez-vous une idée par rapport aux statistiques, ou en tout cas au retour que vous pourriez posséder, de la durée calendaire à laquelle un particulier doit s'attendre, ou quelle serait actuellement la durée calendaire qui s'écoulerait entre le début d'une demande jusqu'à l'arrivée de l'accompagnateur Rénov, et puis ensuite le lancement des travaux et l'aboutissement à la certification d'un bond en avant d'une certaine classe à une autre pour obtenir le résultat global. Du début jusqu'à la fin, à peu près combien de temps cela prendrait-il aujourd'hui? Ça dépend. ça dépend de plein de critères. Peut-être, je vais saisir votre question pour dresser un premier bilan qualitatif, pas encore chiffré, de l'accompagnateur Rénov. Ce que l'on observe depuis le début de l'année, c'est une vraie montée progressive de la rénovation d'ampleur, et on est maintenant à un rythme de dépôt, à un rythme en fait de demande d'aide sur la rénovation d'ampleur qui est inédit. C'est-à-dire que évidemment, comme toute réforme, quand on introduit notamment une grosse réforme comme celle qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2024, on change les règles, donc on repart en début d'année à des niveaux qui sont relativement bas. Ben, c'est normal. Voilà, c'est le temps que le secteur s'approprie en fait les nouvelles règles. Mais depuis le début de l'année, on a une augmentation constante de mois en mois du nombre de dossiers déposés, et donc on a vraiment pu observer cette montée en puissance de l'intérêt pour la rénovation d'ampleur. Donc ça, c'est le premier point que je souhaitais mentionner. Et donc à l'heure où je parle, on doit approximer des 4000 accompagnateurs Rénov, personnes accompagnateurs Rénov sur le territoire, un petit peu moins encore. J'ai pas le chiffre en tête, je suis à 3800, donc pas très loin de 4000. Et on a effectivement un rythme de dépôt qui a atteint un chiffre que nous n'avons jusqu'à présent jamais vu. Ceci étant dit, ensuite vous avez une autre question qui est concernant un ménage donné, quelle est la durée finalement globale d'un projet? Alors ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre déjà en premier lieu de la nature de son projet, ça va dépendre aussi de la disponibilité
des accompagnateurs rénov', la disponibilité des artisans pour venir faire un devis, pour venir s'accorder sur un projet. Et puis ensuite, ça va dépendre de la nature des travaux qui sont à réaliser. Ne pas perdre de vue que les travaux de rénovation d'ampleur ne sont pas que nécessairement de l'ITE qui se réalise avec assez peu d'interfaces potentiellement. On peut être parfois sur des réhabilitations lourdes dans lesquelles le ménage peut, pourquoi pas même déménager ou s'échapper de son logement quelques mois le temps de, notamment si c'est un logement qu'il est en train d'acquérir, potentiellement le logement n'est pas habité durant cette période, donc potentiellement les travaux peuvent varier énormément. Donc sur un projet qui va être un projet avec peu d'interfaces techniques, on peut être sur une réalisation et un projet complet en quelques mois, et sur un projet beaucoup plus complexe, on va être sur des projets qui peuvent dépasser une année en temps de cycle. Mais ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, ce que je vous dis là. Je pense qu'on peut d'ores et déjà avoir les mêmes observations sur les systèmes d'aide précédents. Et puis je pense que les professionnels du bâtiment connaissent ça très bien. Lorsqu'on est sur un projet de rénovation complet, qu'on a 5 ou 6 corps de métier qui interviennent depuis la maçonnerie jusqu'aux finitions du peintre qui doit passer après le plaquiste, etc., on est nécessairement sur des durées de chantier relativement longues. Effectivement, oui. Merci de l'avoir précisé, d'avoir éclairé la question que j'avais en tête. C'est qu'effectivement, lorsqu'il s'agit d'un monogeste, par définition, il n'y a qu'un artisan ou deux. D'abord, un artisan qui, à proprement parler, effectue le monogeste, et ensuite un éventuel artisan qui vient refaire un intérieur ou réembellir à partir de cette transformation. Alors qu'effectivement, sur la rénovation globale, non seulement des agendas multiples, d'artisans multiples vont entrer en ligne de compte, et puis par la suite, enfin, la difficulté de réalisation technique va augmenter ou diminuer forcément le temps nécessaire à cette transformation de logement. Merci. Quelques questions enfin pour finir. Eh bien écoutez, je crois que nous avons balayé le sujet. Bravo encore mesdames, bravo monsieur pour votre conférence. Merci à vous chers spectateurs. Le forum Interclimat se poursuit dans quelques instants avec une dernière conférence table ronde. Et bien par la suite, nous nous retrouverons demain ainsi que le jour suivant, lundi. Merci de votre présence, très bon salon Interclimat à tous.